Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission hebdomadaire de ce samedi 28 décembre 2024. Auditrices, auditeurs d'immigration FM à travers le monde, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Nos correspondants en Europe et en Afrique, nous parlerons des faits marquants en matière d'immigration au Canada en 2024, en Europe et en Afrique. Cela inclut les politiques, les tendances et les événements qui ont défrayé la chronique dans ce domaine. L'année 2024 qui s'achève suit fond de défis à relever en matière d'immigration, aussi bien au Canada, en Europe et dans une moindre mesure l'Afrique qui subit déjà et subira à coup sûr les nombreuses réformes qui se profilent à l'horizon. La montée en puissance de l'extrême droite dans les pays occidentaux a créé un climat mondial de tensions et de restrictions en matière d'immigration tout en révélant l'importance des débats sur l'identité, la souveraineté et les droits humains. Ce qui n'augure pas des lendemains meilleurs pour de nombreux migrants qui, faute d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail dans leurs pays respectifs, se ruent vers les pays dits développés. Et ces impasses visibles au niveau national et international concernent à la fois les décisions politiques, les perceptions publiques et les droits des migrants. Voici un aperçu des principales conséquences. Durcissement des politiques migratoires, renforcement des contrôles frontaliers, stigmatisation des migrants et montée des discours xénophobes, impact économique et social, crise démographique et pénurie de la main-d'œuvre, et réactions internationales et droits de l'homme, critique des organisations internationales, défi du multilatéralisme, la montée de l'extrême droite rend difficile la coopération internationale sur des crises migratoires globales comme en Méditerranée ou à la frontière sud des États-Unis. Parlant de cette montée de l'extrême droite, Emmanuel Dikong, cette montée de l'extrême droite en Europe fait des vagues. Oui, bonjour Norbert, bonjour Benadjali, bonjour à tous. Il faut dire que la montée de l'extrême droite fait des vagues parce que on en veut pour preuve que les résultats des élections successives au niveau de la France spécifiquement ces dernières années, et surtout ces derniers temps, où le Rassemblement national gagne de plus en plus de terrain. Donc, qu'à cela ne tienne, spécifiquement, le constat est clair qu'en Europe, 35 762 en 2024, sur les chiffres sont ceux de l'Union européenne, entre espoir et tragédie. Les 27 membres ont de la peine à accorder leur violon pour ce qui concerne une politique commune, collective de l'immigration, spécifiquement, pour des raisons qu'on tentera de mettre en lumière ici. Regali, c'est plus de 10 400 migrants qui sont morts ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Espagne en 2024, selon l'ONG CAI Mikado Fronteras. Avec tout ce qui se passe actuellement dans les pays occidentaux, la montée de l'extrême droite, où iront-ils désormais ces migrants africains? Écoutez, Norbert, je voudrais vous rendre la politesse. Également à Emmanuel depuis Paris, vous qui êtes du côté du Canada, pour dire qu'ils sont morts, ces jeunes Africains, dans la Méditerranée, mais cela ne leur fait pas peur. Vous voyez, la plupart des jeunes, ils sont 52% qui, malgré tous ces morts, les morts, n'est-ce pas, de leurs prochains dans la mer Méditerranée, dans l'océan, sont décidé, n'est-ce pas, à traverser, à y aller également vivre, ou alors mourir, de dire que les politiques, on reviendra là-dessus, les politiques en matière de en matière, n'est-ce pas, du management, de la sécurisation des frontières, de toutes les mesures qui sont prises pour barrer la route, n'est-ce pas, aux Africains, aux Africains, n'ont pas porté leur faudra penser au-delà, n'est-ce pas, de ce qui est à présent. Ils sont morts, ils sont nombreux à trouver la mort, ils sont davantage nombreux à vouloir affronter tous ces obstacles, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se rendre de ce côté. Et lorsqu'on sait que certains sont passés par là, ont survécu et qui sont devenus champions du monde aujourd'hui, tout le monde se dit, ben, s'il y en a qui vont, n'est-ce pas, survivre. Voilà, la tentation est grande. Oui, Ben Adjali,
restons sur, sur ce chapitre. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser ces jeunes Africains à immigrer à tout prix et à tous les prix? Bien, les raisons, elles sont là. Elles sont. Je ne veux pas parler de l'immigration clandestine, mais alors plus je vous vois venir. Il faut dire que l'immigration est aussi vieille que les âges. Les gens immigrent pour des raisons diverses. Il y en a qui y vont pour des études, il y en a qui y vont pour des affaires, il y en a qui y vont pour travailler, il y en a qui vont qui quittent leur pays pour fuir la persécution. En fait, en général, on quitte son pays pour un ailleurs meilleur parce qu'on voudrait trouver des conditions de vie meilleures, n'est-ce pas, que dans son pays. C'est tout cela. Et vous savez également que, quand je parle de persécution, il y en a qui ne chantent pas toujours les louanges du parti ou des partis au pouvoir, des gouvernants. Cela ne leur vaut pas souvent la caresse ou la carotte, n'est-ce pas, de ces gouvernants. Ils sont donc obligés de partir, fuir leur pays. Et tant que ces conditions économiques, ces conditions sociales, ces conditions politiques, ces conditions, cette gouvernance de leur pays pour un ailleurs meilleur. Bon, maintenant, ceux qui y vont pour des raisons d'études, qui vont trouver un boulot, qui ont été sollicités par certaines entreprises multinationales, on peut comprendre également, n'est-ce pas, que là, c'est là dans le cadre de l'immigration, n'est-ce pas, légale et officielle. Bon, mais ceux-là n'ont pas besoin de prendre le désert, ils n'ont pas besoin de prendre, n'est-ce pas, des shortcuts, comme on dit, n'est-ce pas, chez nous, des raccourcis, comme on dit chez nous. Ils prennent bel et bien, n'est-ce pas, l'avion, ils prennent, n'est-ce pas, leur visa et ils s'en vont. Mais ceux qui veulent à tout prix quitter le pays, parce que se sentant déjà morts, hein, ils se disent déjà morts, ils se disent autant vraiment mourir au sens propre et être enterrés peut-être ailleurs dans les océans. Mais il faut dire que les conséquences de durcissement de ces politiques d'immigration à venir sont très graves pour certains groupes de migrants. Nous avons des réfugiés demandeurs d'asile qui auront un accès limité au système d'asile, l'augmentation des renvois et conditions de détention souvent inhumaines, l'immigration des musulmans, stigmatisation particulière dans des pays où des partis d'extrême droite associent l'islam à une menace culturelle. Nous avons aussi une menace qui pèse sur les communautés LGBT plus migrantes, réduction des protections pour des populations particulièrement vulnérables dans les pays où les droits sont remis en question. La réaction internationale des droits de l'homme et la critique des orations internationales. Il ne faut pas aussi la négliger. Les Nations Unies et d'autres institutions dénoncent les violations des droits humains liées aux politiques migratoires restrictives, détentions massives, refoulements illégaux. Il y a aussi un autre défi, c'est le multilatéralisme. La montée de l'extrême droite rend difficile la coopération internationale sur des prises migratoires globales, comme en Méditerranée ou à la frontière sud des États-Unis. Célestin Dikongué. Parlons maintenant de la montée de l'extrême droite en France. Par exemple, il y a le parti de Marine Le Pen qui, aux dernières élections européennes, a raflé presque la majorité et qui met en difficulté aujourd'hui la politique du gouvernement Macron. Est-ce un danger pour les migrants qui se trouvent actuellement en France? Célestin? Allô, Célestin? Emmanuel? Emmanuel? En attendant qu'Emmanuel revienne, nous allons partir au Canada pour parler de l'actualité de l'immigration là-bas pour 2024. La récente réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en novembre 2024 a suscité des préoccupations au Canada concernant les politiques d'immigration et leurs répercussions potentielles. Elle a ravivé les préoccupations au Canada concernant l'immigration et la sécurité frontalière, poussant le gouvernement à prendre des mesures proactives pour protéger ses intérêts économiques. Ben Adjali. Oui. Ouais, que vous suscite la réaction de M. Trump aux États-Unis.
sa réélection, parce que c'est la deuxième fois, il a été réélu en novembre 2024 pour une deuxième fois. Est-ce que ça viendra davantage bousculer les lignes au niveau des procédures d'immigration pour les Africains, par exemple? Ben oui, enfin, Donald Trump est pour l'immigration légale ou régulière. Moi, il a toujours été là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on parle de l'Amérique, il voit l'Amérique aux Américains, une Amérique plus forte, mais nous, Africains, nous savons quand même que si les États-Unis, n'est-ce pas, peuvent se bomber le torse d'être la première puissance mondiale, les Américains ne sont pas construits avec les Américains de pure souche. On sait qu'ils sont venus de partout, ils sont venus d'Afrique, surtout d'Afrique, beaucoup d'Afrique. Leurs bras, leur cerveau ont travaillé pour l'Amérique en tant qu'esclaves, par exemple. Il y en a qui sont venus d'Europe fuyant la persécution, il y en a qui sont partis d'Europe, n'est-ce pas, pour faire des affaires. Bon, maintenant, lorsqu'on parle des Américains au sens propre du terme, de la souche américaine, je n'en vois même pas, même en France, lorsqu'on parle de l'Europe. Ils sont nombreux qui sont devenus chefs d'État qui ne sont pas forcément américains ou français de pure souche. Mais Donald Trump pense que il ne faudrait pas que l'Amérique soit envahie par du tout venant. Bon, ça c'est cela. Ben, je lui concède cela. Il faudrait quand même que lorsqu'on va immigrer, il faut respecter certaines procédures. Et si la loi voudrait que vous accomplissiez certains actes, vous ayez, n'est-ce pas, certains documents pour immigrer légalement, faites-le. Mais nous savons qu'il y a une porosité au niveau, n'est-ce pas, de la frontière sud-américaine où des latino-américains, que sais-je encore, peuvent parfois pas, je ne vais pas dire, pas comme Internet à haut débit, n'est-ce pas, traverser les frontières, mais il y en a quand même qui réussissent à passer à travers les mailles, n'est-ce pas, le dispositif pris par les Américains pour se retrouver aux États-Unis. Il est donc de bon ton, et même pour les pays, certains pays, pas seulement américains, n'est-ce pas, qu'on essaie de renforcer les frontières, le management, la sécurité des frontières pour que ce ne soit pas qui rentre dans ce pays, mais pour entrer dans ce pays, il faut, n'est-ce pas, accomplir un certain nombre, n'est-ce pas, procurer, enfin, se faire établir un certain nombre de documents pour entrer légalement, n'est-ce pas, dans ce pays. Et je pense que ça relève de la sécurité et la sûreté de chaque État. Tout à fait, ça relève de la sécurité et de la sûreté de chaque État. Bienvenue Emmanuel Dikongue qui nous a un peu, que nous avons perdu de vue il y a quelques minutes. Emmanuel Dikongue, l'Union européenne face à l'afflux des migrants n'arrive pas à s'entendre. La solidarité des 27 est mise à l'épreuve, à rude épreuve d'ailleurs, étant la question divisée. Les partis politiques et les 27. Pourquoi cette grande difficulté de gestion collective de la migration en Europe? Oui, Norbert et Ben, il faut vous dire que les 27 ont véritablement des difficultés hein, pour une politique commune de migration. Pourquoi? Pour deux raisons principales, hein. La première, c'est le manque de volonté politique. La deuxième, c'est le nationalisme exacerbé. Pourquoi le manque de volonté politique? Pourtant, on sait que les textes sont là, il suffit juste de les appliquer, donc assurer la matérialisation. Pourquoi donc le système de répartition des migrants base de la solidarité et du volontariat imposé par le pacte européen sur l'immigration et l'asile de septembre 2020, approuvé en avril 2024, ne fonctionne pas à cause des refus de relocalisation. Les pays de première entrée, comme l'Italie, l'Espagne et entre autres la Grèce, se sentent seuls. Donc, se sentent seuls et sous pression du coup refusent d'aider, d'accueillir et de secourir les migrants, spécifiquement en mer, hein, d'où la querelle franco-italienne. Le gouvernement de Georgia Meloni a refusé donc récemment les 237 migrants qui ont finalement été accueillis par la France à Toulon. Donc au-delà de ces divergences au niveau du respect du pacte européen, il y a bien entendu les péripéties ou bien les difficultés sur l'application du règlement de Dublin 3, selon lequel les demandes d'asile doivent être traitées par les premiers pays d'entrée dans l'Union européenne, c'est-à-dire quand vous entrez dans un pays et que vous demandez l'asile dans un autre pays, on vous renvoie dans votre premier pays d'entrée et ça crée des difficultés parce que
pays de première entrée sont submergés par une vague immense d'immigration et donc n'acceptent plus le règlement de Dublin 3. Autre chose, on en vient même au niveau des divergences du Schengen, c'est-à-dire certains pays exigent l'abolition des contrôles. Euh, vous savez que le Schengen exigeait l'abolition des contrôles aux frontières internes des membres de l'Union européenne. Donc certains pays maintenant veulent revenir sur le contrôle au niveau interne des États du Schengen. Tout ça pour limiter l'immigration à cause des nationalismes exacerbés et surtout à cause des intérêts contradictoires des États. Donc vous voyez que c'est pour ça. Prenez par exemple le cas des Pays-Bas, du Danemark et de la République tchèque qui préfèrent payer de l'argent que de recevoir des migrants. Donc pour vous dire vrai, il y a des textes, on empile des textes, mais la matérialisation des textes fait problème. Donc la première chose, c'est le manque de volonté politique. La deuxième chose, c'est les nationalismes exacerbés. Ça fait que même au niveau de l'immigration légale, les États ne sont pas du tout d'accord, même au niveau du Frontex. Le Frontex, cette agence qui aide les États à limiter l'immigration clandestine aux frontières extérieures de l'Union européenne. Jusque-là, il y a des accords à cause des intérêts antithétiques et à cause du manque de volonté politique. Effectivement, Emmanuel Dikongue, c'est ce nationalisme exacerbé qu'on commence à avoir des répercussions sur la politique, sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Et comme je disais tantôt, avec la réélection de Donald Trump en novembre dernier, les choses commencent à se compliquer, enfin, semblent se compliquer davantage. C'est ainsi qu'il y a une menace de tarifs douaniers et un renforcement de la sécurité frontalière. Le président Trump a d'ailleurs annoncé son intention d'imposer un tarif de 25% sur toutes les importations en provenance du Canada et du Mexique, invoquant des préoccupations liées à l'immigration illégale et au trafic des drogues. Autre chose, la réponse du Canada ne s'est pas fait attendre. L'investissement en sécurité frontalière, le gouvernement canadien a dévoilé un plan de 1,3 milliard de dollars sur 6 ans pour renforcer la sécurité à la frontière, incluant l'acquisition des drones, des hélicoptères et l'embauche de nouveaux agents frontaliers. Le Premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le Canada pourrait prendre des mesures de rétorsion, notamment en suspendant les exportations. Préparatifs, on se prépare d'ailleurs à une potentielle augmentation des demandes d'asile. L'élection de Donald Trump en 2016 avait entraîné une hausse de traversées irrégulières de la frontière canado-canadienne par des demandeurs d'asile. Les autorités canadiennes anticipent une situation similaire suite à la réélection de M. Trump en 2024. Et les mesures sont prises, lesquelles le renforcement des ressources, la gendarmerie royale du Canada et d'autres agences se préparent à une possible augmentation des arrivées en renforçant la surveillance et les capacités d'accueil. Impact sur les politiques d'immigration canadiennes, les politiques américaines sous administration Trump pourront influencer les décisions du Canada en matière d'immigration, notamment en ce qui concerne l'attraction des talents internationaux, la pression sur les infrastructures d'accueil. Revenons sur l'Afrique, Ben Adjali. Ce ne sont pas des initiatives qui ont manqué au cours de 2024 concernant l'Afrique. Par exemple, nous avons cette thématique, cette articulation est principale, la 3e édition du Salon d'Afrique Canada, Immigration et Investissement Saki, organisée du 24 au 26 octobre 2024 à Douala, pas loin de Aquaba Community, basée au Canada. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, Norbert, je vais vous en parler davantage, mais je voudrais quand même dire, relever pour nos téléauditeurs que quand on parle d'immigration aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons un focus sur l'immigration internationale, mais il y a l'immigration interafricaine. C'est-à-dire que vous allez constater que ça se fait, même si ça se fait, n'est-ce pas, avec pas mal de problèmes au niveau de la CEMAC, au niveau, n'est-ce pas, des structures sous-régionales, la CEDEAO, mais on constate quand même qu'en Afrique, il y a des gens, certains pays, n'est-ce pas, qui sont très sollicités. Par exemple, il y a des fortes communautés d'Africains en Afrique du Sud, parce que en Afrique du Sud, il y a quand même une forte, enfin, c'est un pays assez développé, même si vous parlez du nationalisme tout à l'heure, nous avons connu
des événements malheureux où des Sud-Africains, certains Sud-Africains, n'est-ce pas, ont décidé de faire la chasse aux étrangers. Mais il faut dire que dans ce pays, beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, ont quitté leur pays pour y résider. Tout comme au Nigeria ou même en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, l'Afrique centrale, par exemple, n'est-ce pas? Je trouve que la Côte d'Ivoire, c'est d'ailleurs un pays, un pays cousin, un pays frère. Ils sont installés depuis des lustres. Et je vais vous dire en passant que la dernière, je crois, c'était le 18, n'est-ce pas, de ce mois, le président ghanéen a décidé, après les Seychelles, la Gambie et quelques pays encore, a décidé de mettre de côté, n'est-ce pas, le visa. Donc, vous pouvez désormais aller vous installer, vous voyez, au Ghana, sans visa d'entrée, peut-être au niveau, n'est-ce pas, du Ghana, vous pourrez. Cela va créer, n'est-ce pas, ça va renforcer le flux d'autres pays africains vers le Ghana. Donc, l'immigration dont nous parlons, c'est vrai qu'on voit les Africains quitter l'Afrique pour l'Europe, ou pour le Canada, pour les États-Unis, mais il faut dire qu'il y a une espèce d'immigration interafricaine, n'est-ce pas, qui porte des fruits. Et avec des dispositions comme celle que vient de prendre le Ghana, je crois que cela va davantage créer une espèce d'intégration, pas seulement sous-régionale, mais continentale. Bon, maintenant, je reviens sur le SACI qui s'est déroulé du 24 au 26 octobre dernier au niveau, n'est-ce pas, de Douala, dans un hôtel de la ville de Douala. Il s'agit, c'est d'une initiative, n'est-ce pas, de l'ONG Aquaba Community, chapeautée par Didier Conan, qui est ivoirien d'ailleurs, l'avait dit. Cette organisation a pour siège le Canada, où vous êtes, et on a compris, d'ailleurs, le thème en dit long. La communauté, n'est-ce pas, des talents entre le Canada et l'Afrique. C'est un salon Afrique, Canada, immigration et investissement. On a beaucoup parlé de l'immigration circulaire. On a donné beaucoup de renseignements sur ce qu'il faut pour migrer. Migrer, oui, on est libre. Le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes tous des citoyens du monde, oui. Mais ne pas immigrer à tout prix, sans savoir ce qu'on va faire, sans savoir les conditions d'accueil, sans savoir, parce qu'il y a plusieurs programmes par rapport à l'immigration. Vous qui êtes, n'est-ce pas, au Canada, vous qui êtes en France comme Emmanuel, vous n'y êtes pas parti par... Voilà, vous n'êtes pas parti par la pirogue ou par le désert. Vous y êtes parti, n'est-ce pas, par des voies légales. Donc, il s'agissait de dire aux jeunes Africains, vous êtes portés vers l'extérieur, mais faites attention. Renseignez-vous bien, prenez de bons renseignements pour ne pas aller flâner là-bas. Une fois que vous serez là-bas, si vous êtes bien parti, vous serez aussi bien installé au Canada et les retombées, n'est-ce pas, économiques, on les verra. C'est-à-dire que vous reviendrez dans vos familles, vous reviendrez dans vos pays, réinvestir ce que vous avez eu là-bas comme, n'est-ce pas, gain. Et nous avons donc parlé, n'est-ce pas, d'immigration circulaire. Aller sortir de son pays vers, n'est-ce pas, d'autres horizons, s'aimer, récolter, n'est-ce pas, de très bonnes choses là-bas, revenir, faire bénéficier, n'est-ce pas, à nos familles, à nos nations, n'est-ce pas, nos fruits de notre migration. Voilà ce qu'on a appelé l'immigration, n'est-ce pas, circulaire. Une immigration qu'il faut saluer. D'ailleurs, est-ce ou illégale? Immigration qu'il faut saluer Norbert? parce qu'elle est légale. Parce qu'elle est légale, c'est ça, Ben? Cette immigration est légale, l'immigration circulaire. C'est ça? Elle est légale. Et puis, elle est légale. Et on peut vous dire, n'est-ce pas, que il y a eu des apports substantiels de cette diaspora responsable, partie du Cameroun légalement, enfin, pas seulement du Cameroun, de l'Afrique légalement, et qui s'est installé au Canada, qui a su s'intégrer au Canada, qui a eu, cette diaspora qui a eu, n'est-ce pas, des jobs, mais qui en retour, n'est-ce pas, font bénéficier non seulement à leur famille, n'est-ce pas, du départ en Afrique, mais également à leur pays, les fruits de leur immigration. C'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de ces émigrés qui partent d'ici sans un know-how, n'est-ce pas, important, qui ne savent pas, qui vont en aventure, qui disent adviendra que pourra, et puis qui vont pendant des années
à ne rien faire, à raser les murs de ce côté, à rentrer dans des deals qui sont parfois jetés dans des prisons et dont les familles n'ont pas de nouvelles. Non, c'est pas de cette immigration qu'il s'agit que Aquaba Community et les autres encouragent, ou encore que le Haut Commissariat des Camerounais de l'extérieur encourage. Il s'agit d'une immigration circulaire, une immigration dont le déplacement vers l'extérieur apporte des fruits au pays de départ. Nous y reviendrons sur ce haut commissariat de la diaspora de l'extérieur. Il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a un volume d'immigrants et des zones de guerre aussi. Depuis 2022, le Kremlin est agressé par la Russie et c'est beaucoup de personnes qui sont jetées sur les routes de l'immigration à la recherche d'un nouveau refuge. Emmanuel Dikong, pourquoi l'Union européenne a réussi à gérer de manière collective et coordonnée les migrants ukrainiens? Oui, il faut dire, Norbert, que c'est ça la question. On se dit, ben, il y a un problème de gestion collective de l'immigration au niveau de l'Union européenne, mais pourtant, l'Europe a accueilli sans polémique la vague de 6 millions d'Ukrainiens fuyant la guerre en 2002. On pourrait se demander, c'est quoi ce deux poids, deux mesures quand il s'agit d'accueillir les autres, disons les Africains qui viennent de la Méditerranée centrale, principale route de transit emprunté par environ 90 000 migrants cette année, soit plus de 50% qu'en 2022 selon l'Union européenne. Alors, la Méditerranée centrale qui reste un immense cimetière. Donc, on se demande pourquoi l'Union européenne et comment l'Union européenne a réussi à accueillir ces 6 millions de migrants ukrainiens et de les accueillir collectivement sans polémique en termes de capacité d'accueil, en termes de suivi psychologique, en termes d'éducation, en termes d'habitat, de logement, de confort et de quiétude pour des gens qui fuient la guerre. Bon, se demander, est-ce parce qu'ils sont blancs et non musulmans? C'est une question. Est-ce parce qu'ils ne viennent pas du sud du Sahara? C'est une autre question. Est-ce parce qu'ils ne viennent pas des zones islamisées? C'est une autre question. Mais le constat était clair et évident que l'Union européenne a réussi à les accueillir sans embâche. Alors, pourquoi donc les migrants qui viennent d'autres horizons sont ballottés, traînés autour des lois qu'on empile et qu'on a de la peine à matérialiser? C'est ça la véritable question. Mais le constat est clair et évident. Les 6 millions de migrants ukrainiens qui fuyaient la guerre ont été accueillis et très bien accueillis. Donc, ne me posez pas la question, Norbert, le plus omnipotent et omniscient ne peut contrôler la finitude d'un être humain, mais le constat est évident que l'accueil a été bien et bien fait par rapport aux migrants ukrainiens en 2022. Donc, on attend de voir ce que cela pourrait faire. Une autre question qui se pose, c'est les organisations non gouvernementales qui font en mer un immense travail que devait faire l'Union européenne, un travail de sauvetage. Et, ils sont traités, elles sont traitées, ces organisations non gouvernementales sont traitées de passeurs. Et les victimes, migrants, accusés d'être responsables de leurs propres difficultés. Donc, au-delà de ça, le constat est évident. En Europe, on empile des textes. Je vous ai parlé du pacte européen, je vous ai parlé du règlement de Dublin, je vous ai parlé du Schengen, je vous ai parlé du Frontex. Il y a des textes empilés. La problématique, c'est la matérialisation. On a constaté que la matérialisation était évidente quand il s'agissait d'accueillir les Ukrainiens. Elle ne l'est pas quand il s'agit d'accueillir ceux qui viennent peut-être des autres cieux ou qui essayent de se battre dans la Méditerranée qui est devenue un vaste cimetière. Emmanuel Dikong, cette politique de deux poids, deux mesures, ça se vit partout, ça se vit plus précisément, ça se vit partout aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. Avec l'arrivée de Donald Trump, j'ai l'impression que cette discrimination va d'ailleurs s'accentuer. Il faut dire qu'au Canada, par exemple, il y a des nouvelles lois sur l'immigration qui ont été adoptées en 2024 par rapport au plan de 2023 qui vise à augmenter les objectifs d'immigration dans le cadre des plans des niveaux d'immigration pluriannuels. Le Canada a procédé en 2024 à une réduction du nombre de résidents permanents de 500 000 à 395 000 en 2025. Il a annoncé une revue à la baisse de ce nombre de 500 000 à 380 000 en 2026 et l'établissement d'une cible
de 365 000 résidents permanents en 2027. Il faut dire que pour 2023-2025, les cibles devaient atteindre un record de plus de 500 000 nouveaux arrivants permanents par année d'ici 2025. Cette augmentation de sources officielles vise à pallier les pénuries de main-d'œuvre et à soutenir la croissance économique. Ben Adjali, la pénurie de main-d'œuvre et la croissance économique, est-ce que les Africains peuvent en bénéficier dans ces pays qui ont ardemment besoin d'une main-d'œuvre? Oui, Surtout vous avec savez, est-ce que dans le cadre de la réflexion de la mise sur pied de ce haut conseil des diasporas de l'étranger qui, selon certaines sources, selon vos sources, pourra devenir un ministère de la diaspora, est-ce qu'ils intègrent ce volet des jeunes, ce volet de propositions des jeunes pour pallier à la main-d'œuvre qui sévit dans les pays occidentaux, à l'instar du Canada? oui, c'est vrai que beaucoup d'Africains, du Camerounais, y compris, s'envolent vers le Canada. D'ailleurs, des chiffres ont été donnés. Il y a une représentante du peuple qui, dans un discours solennel à l'Assemblée, a décrié cela. C'est-à-dire que l'enseigné vers même parler de l'affût de cerveau, pas seulement l'affût de cerveau, n'est-ce pas, de la main d'œuvre. Vous savez, on ne peut pas. Les gens se contredisent. Hein. La Déclaration universelle des droits de l'homme vous signifie que vous êtes un homme, vous êtes libre de vous installer où vous voulez, à condition de respecter, n'est-ce pas, les lois et us et coutumes, n'est-ce pas, du pays d'accueil. C'est ce que font beaucoup de gens. Mais si d'aventure, devrait mieux payer au Canada ou ailleurs, des Africains, pas seulement des Africains, beaucoup d'autres citoyens du monde y iraient, un peu comme en Asie aujourd'hui. Beaucoup font dans la main-d'œuvre, ont une main-d'œuvre, n'est-ce pas, spécialisée en Asie, où sont délocalisées certaines entreprises européennes et même américaines. Et cela n'offusque personne. Donc, tant qu'il y aura du boulot, un boulot bien payé, ou alors, n'est-ce pas, un travail décent, bien rémunéré, des Africains et pas seulement des Africains iront vers. Bon, maintenant, les dispositions qui ont été prises pour, je pense que le resserrement, n'est-ce pas, des dispositions prises par Donald Trump ou encore répercutées par le Canada, c'est justement parce que les gens ont pensé que beaucoup d'Africains ont trouvé que le Canada était une terre fertile où ils pouvaient trouver leur compte. Et sachant que entre le Canada et les États-Unis, la frontière n'est pas toujours très étanche. On peut partir, n'est-ce pas, de ce pays du Nord pour l'autre pays, n'est-ce pas, un peu au sud. Je crois que c'est la crainte des autres à renforcer, à visser davantage les conditions d'entrée aux États-Unis. C'est ce qui est discuté dans les décisions par le gouvernement canadien, chapeauté par le Premier ministre. Voilà. Quand je reviens donc sur ce qui se passe chez nous, je dis, ils sont nombreux, on l'a décrié, les Camerounais, ils sont partout dans le monde et ils sont près de plus de 7 millions de Camerounais dans le monde. Et vous savez qu'il y a des pays en Afrique qui ont moins de 7 millions d'habitants. Je ne vais pas vous les citer, moins de 7 millions d'habitants. Donc 7 millions, ça fait déjà la population de 2 ou 3 pays d'Afrique. Il est donc de bon temps que ce qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, la direction de la diaspora au ministère des Relations extérieures devient donc tout un ministère. Pourquoi pas? Vous savez, on a aujourd'hui un ministère, n'est-ce pas, d'éducation de base. À l'époque, c'était un ministère, c'était une direction, n'est-ce pas, de l'éducation de base. Les enseignements secondaires, c'est une direction, ainsi de suite. Il est donc aussi de bon ton, n'est-ce pas? Et cela s'est discuté d'ailleurs pendant le grand dialogue national, où docteur
Samuel Dormont et les autres avaient plaidé, ils sont nombreux à avoir plaidé pour qu'il y ait un ministère de la diaspora, parce que la diaspora camerounaise est assez importante, plus de 7 millions d'âmes, c'est important, et cette diaspora peut apporter beaucoup, n'est-ce pas, dans le développement économique, socio et culturel, n'est-ce pas, du Cameroun. Donc, c'est ce que nous avons eu en filigrane lors de nos conversations, nos consultations avec, n'est-ce pas, celui qui est aujourd'hui pressenti d'ailleurs, qui pourrait être présenté à ce poste, Dr Samuel Dormont, qui est aujourd'hui le président du Haut Commissariat des Camerounais vivant à l'étranger. Voilà. Donc, c'est de bon augure, n'est-ce pas, qu'il y ait tout un ministère de la diaspora, parce que la diaspora camerounaise, quoi qu'on le dise, il y en a qui pensent qu'il y a une bonne ou mauvaise diaspora, ça dépend de quel côté ils se trouvent, mais ils sont plus de 7 millions de Camerounais, n'est-ce pas, à vivre à l'étranger. Il devrait avoir, n'est-ce pas, tout un ministère, n'est-ce pas, dédié à cette diaspora. Oui, Ben, moi j'ai une question par rapport à... Alors, Ben, je ne sais pas. Pardon? Est-ce que tu m'écoutes? Ben? Norbert? Oui, allô? Est-ce que tu m'écoutes? Je vous suis, Norbert. Oui, je disais que j'ai une Oui, préoccupation par rapport à ce développement du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur qui pensent que, bon, il faudra y mettre sur place tout un ministère pour gérer la diaspora. Mais est-ce qu'ils ont pensé aux causes profondes qui amènent des jeunes à partir de leur pays d'origine qui ont un attrait pour les pays occidentaux? Est-ce qu'ils ne pensent pas que le fait pour ces jeunes cet exode massif des jeunes vers les pays occidentaux est une conséquence aussi d'une mauvaise politique de nos gouvernants? Est-ce que vous ne pensez pas, nous avons tout ce que les autres pays ont pour pouvoir gérer nos propres ressources et garder toute cette richesse, toutes ces richesses au niveau de l'Afrique? Oui, Norbert, c'est vrai, vous avez raison de poser cette question, mais cette question, je pense que c'est la palissade. Ils sont conscients de tous les problèmes, n'est-ce pas, que rencontre la diaspora camerounaise. Pas seulement les jeunes qui veulent partir, mais les Camerounais de la diaspora qui veulent revenir. Ils ont également des problèmes. Vous savez que quand ces jeunes veulent revenir sur la diaspora, il y a cette histoire de double nationalité qui se pose encore. Pourtant, nous avons des membres du gouvernement qui ont des doubles nationalités, ça ne dit rien à personne. Ils sont là, ils sont américains, ils sont français, ils sont espagnols et ils sont nombreux, n'est-ce pas, à avoir la double nationalité. Mais lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de certains membres de la diaspora, d'ailleurs, c'est un verrou qui doit être levé, une disposition qui avait été prise à la veille ou au lendemain des indépendances parce que les politiciens avaient peur des opposants qui vivaient, n'est-ce pas, à l'extérieur. Mais parce qu'aujourd'hui, plus de 60 ans après, ce verrou doit sauter. Pourquoi est-ce qu'il y a des Camerounais, membres du gouvernement, directeurs d'entreprises d'État, de sociétés d'État, qui ont double nationalité, qui sont là lorsqu'il y a des consultations électorales, vont voter dans les ambassades, ils sont connus, mais on empêche à ceux qui sont à l'étranger de venir contribuer au développement de leur pays. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un quoi quelque part. Et maintenant, cette diaspora, c'est également que, d'ailleurs, cette diaspora, c'est qu'elle a eu beaucoup de ses projets bloqués. Bloqués parce que, à cause, n'est-ce pas, de personnes malveillantes, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, des institutions gouvernementales. On le sait. Maintenant, cette diaspora, qui sait qu'elle souffre, n'est-ce pas, de cette mauvaise gouvernance, sait également qu'au Cameroun, il y a des gens qui veulent partir parce qu'ils ont des projets, ils n'appartiennent à aucun réseau, ils ne sont pas parrainés, ils n'ont rien. Ces jeunes qui veulent également partir, elle en est consciente. Donc, avoir une tutelle de la diaspora uniquement, d'ailleurs, le Cameroun ne ferait pas école dans ce domaine. Il y a des pays qui ont, n'est-ce pas, cette même disposition et qui fonctionne pas si mal et qui encadre. Donc, jusqu'à présent, le Haut Commissariat des Camerounais vivant à l'étranger essaye, bon an, mal an, d'encadrer à son niveau
les Africains de la diaspora. Et c'est pour ça que ce Haut Commissariat des Camerounais vivant à l'étranger soutient Aquaba Community, qui est une initiative, n'est-ce pas, africaine, pour que les Africains qui font le bonheur, il ne faut pas croire que les Africains qui sont à l'étranger sont seulement des ouvriers dans les plantations en Europe ou dans des champs, sont des ouvriers saisonniers au Canada, et ainsi de suite. Il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui ont atteint les cimes de la connaissance technologique, qui peuvent revenir, n'est-ce pas, faire valoir leurs services ici, si les conditions, évidemment, cette diaspora donc va plaider pour que les conditions d'accueil, de vie des Camerounais soient meilleures. Et si tout cela revient avec le savoir-faire, ils vont implanter des usines et ils vont employer des Camerounais qui auraient été tentés de sortir. Cela resterait sur place, travailler, n'est-ce pas, dans ces usines-là, dans ces entreprises-là. Je pense que la diaspora, elle en est bien consciente, c'est un challenge, n'est-ce pas, qu'elle devra relever. Elle en est bien consciente. Emmanuel Dikongué, moi je pense que les pays africains ont des ressources assez suffisantes qui pourraient les permettre à garder leur jeunesse sur place et puis encourager des investissements. Est-ce que c'est toujours le cas est-ce que c'est toujours le cas selon toi? Moi, je pense que vous avez tout à fait raison, surtout que, prenez le cas du Cameroun. Nous savons tous que le premier facteur d'épanouissement d'un pays, c'est sa démographie. Regardez la démographie du Cameroun. Il reste maintenant à gérer au niveau de l'organisation de l'éducation, au niveau de l'organisation, surtout la répartition des richesses. Ce pays est suffisamment, si je prends toujours le cas du Cameroun, ce pays est suffisamment riche pour pouvoir organiser l'éducation, pour pouvoir coordonner emploi et éducation et ainsi arriver à garder les Camerounais sur place et au-delà de ça, mettre en partenariat, du moins faire une parfaite adéquation entre la diaspora et les Camerounais qui sont sur place et entretenir ces liens pour pouvoir arriver à un épanouissement collectif du Cameroun. Donc, pour répondre rapidement à la question, c'est que on peut bien garder les Camerounais sur place, bien entretenir l'éducation, assurer une parfaite répartition des richesses et, main dans la main, arriver à un parfait épanouissement. C'est ça le problème. Et c'est la même question qui se pose ici. Hein. On le verra peut-être au niveau des ébauches de solutions par rapport à la problématique que nous développons aujourd'hui. Il est question de traiter les problèmes en amont et pas en aval. Et chaque fois, nous, on essaie de traiter les conséquences au lieu de traiter les causes. Pourquoi est-ce que les gens ne restent pas sur place dans leur pays, surtout les pays du Sud? Pourquoi on ne reste pas au Cameroun? Il y a un certain nombre de choses à faire pour que les gens puissent rester chez eux. Est-ce que ces choses sont faites? On verra peut-être quand je pourrai parler des solutions tout à l'heure. Je pourrais essayer de beaucoup plus développer cette question, cette problématique. Mais je pense que pour moi, la réponse est oui. On peut bien garder le maximum, bien entendu. Hein, il faut que les gens voyagent, les gens découvrent, les gens se forment pour revenir et essayer d'apporter ce qu'ils ont vu ailleurs et contribuer au développement et à l'épanouissement. Et je pense que le Cameroun, les pays africains ont suffisamment de quoi garder leurs enfants chez eux. Mais il faut certainement ouvrir des portes pour essayer d'acquérir ce qu'on n'a pas chez nous, parce que c'est le choc de contraire qui produit l'harmonie. Oui, je vais passer la parole tout à l'heure à Ben Adjali qui s'active là. Il voudrait peut-être apporter une réponse, mais avant de te passer la parole, je vais revenir sur le Canada qui a aussi eu beaucoup de changements en 2024. Par exemple, l'annonce a été faite au cours de cette année qui s'achève d'un nouveau programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire et ça a été lancé le 26 août 2024. Ce programme est un moyen pour les étudiants d'expression française de certains pays, Haïti inclus, d'obtenir des permis d'études. Nous n'allons pas nous quitter sans parler de cet épineux problème du regroupement familial. Où en sont les négociations? En 2024, l'épineuse question du regroupement familial semble décidément avoir été un serpent de mer. Une décision du gouvernement québécois rendue publique dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024 établit qu'un nombre maximal de 13 000 demandes d'engagement serait traité pour la période allant du 26 juin 2024 au 25 juin 2025 inclusivement.
Cela a d'ailleurs irrité des organisations à but non lucratif, à l'instar du collectif Québec Unifié, qui a exprimé son inquiétude et a exigé le retrait sans délai de cette décision qualifiée d'inique. Toujours fidèle à se positionner comme la voix des sans-voix, le collectif Québec Unifié a aussi fait parvenir aux deux gouvernements des propositions alternatives, à savoir la création d'un ombudsman, l'octroi des permis de travail à partir de l'étranger, la création d'un système de file d'attente, l'amélioration de la communication avec immigration, réfugiés et citoyenneté et Canada. Je reviens vers vous, toi, Ben Adjali. Alors, après avoir écouté euh, Emmanuel Dikongué et puis nous allons embrayer directement sur le rôle des gouvernants et des politiques d'accompagnement des migrants, le rôle des organismes onusiens. Est-ce que les organismes onusiens jouent franchement les rôles en ce qui concerne ce déferlement des jeunes vers les pays qu'ils estiment être de l'Eldorado? Oui, Norbert, j'aurais aimé, n'est-ce pas, j'aurais souhaité, n'est-ce pas, que Alain nous fasse écouter, par exemple, le président de Didier Kofi, le président de SACI, qui auront tout dit. Mais avant cela, il faut dire que Est-ce qu'Alain, c'est ce possible qu'il salon nous a fasse été écouter signé. l'extrait en quelques minutes parce que nous en avons plus assez de temps, hein? Oui, vas-y, Alain. Au Canada. Voilà. Donc, Donc, en tant qu'initiateur de l'événement qu'on appelle le SACI, la troisième édition se passe ici au Cameroun parce qu'on a eu deux éditions, d'abord en Côte d'Ivoire et ici pour pouvoir essayer de remettre un peu d'ordre. Parce que c'est vrai, c'est le continent, c'est l'un des pays qui a beaucoup d'immigrants au Canada, où on vient. Et on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, mais qui ont des défis parce qu'ils n'ont pas eu peut-être la vraie information avant de quitter, comme disait le gouverneur tantôt. Et si on n'a pas l'information, vous êtes d'accord avec moi qu'on part mal. Et nous, on ne veut pas ça. En tant que membre de Aquaba Community, qui est une organisation à but non lucratif créée par les membres de la diaspora, tous d'origine afro-descendante, on ne veut pas que nos frères repartent ou bien refassent les mêmes choses qui n'ont pas marché. C'est dans ce sens qu'on a travaillé avec le gouvernement canadien pour pouvoir avoir cette édition ici au Cameroun pour apporter l'information vraie sur l'immigration. L'immigration en tant que, oui, je m'en vais, mais pendant que tu vas, il faut savoir planifier, il faut savoir s'organiser pour que ton immigration soit réussie, de sorte qu'arriver là-bas en tant que membre de la diaspora, tu n'oublies pas tes parents, tu n'oublies pas ton pays, tu n'oublies pas ton continent. C'est dans ce sens que le SACI est un pont réel qui connecte les gens d'ici, d'Afrique, au Canada, dans ce cas, et puis surtout du Canada, back ici pour l'Afrique. Merci Alain, merci pour cet extrait. Il ne nous reste plus assez de temps. Nous avons encore des thèmes à développer. Et puis Ben, après avoir écouté, nous avons écouté l'extrait de monsieur, de ce responsable d'association qui effectivement a raison. Avant de partir pour le Canada ou d'autres pays, il faut savoir ce qu'on y va pour faire, parce qu'il faut savoir déjà comment s'y prendre, il faut avoir des données chiffrées, des données sur place, les ressources, savoir comment se tenir, comment. Mais moi, j'ai toujours une question revient toujours. Et comme a dit Célestin tout à l'heure, est-ce que c'est pas un peu de mettre la charrue avant les bœufs? Je suis d'accord, tous ces conseils-là sont valables. Mais est-ce qu'il n'est pas important de s'adresser aux gouvernants d'abord de ces pays-là, par exemple l'Afrique, les pays d'Afrique centrale d'abord, et ensuite maintenant pour des immigrants qui veulent peut-être aller acquérir de les connaissances, parce que ça, il y a cette catégorie d'immigrants, c'est des gens qui vont par exemple au niveau du Canada dans le cadre des programmes réguliers de travail qualifié du Québec, ou bien le programme de travail qualifié du fédéral, ceux-là viennent acquérir de l'expérience pour pouvoir peut-être soit demeurer au Canada et puis se faire une nouvelle vie, ou alors retourner dans leur pays et mettre cette expérience à la disposition de leurs entreprises respectives. Alors, est-ce que
Monsieur Akwaba, l'association Akwaba, est-ce il ne serait pas important qu'il s'adresse d'abord à ce gouvernement? Je crois que vous avez dit qu'ils ont assisté au dialogue national. Est-ce que ce discours, ce même discours, est-ce qu'il le tiendrait au Ghana? Est-ce qu'il se tiendrait ce même discours au Botswana? Est-ce qu'il tiendrait le même discours dans des pays africains qui, mine de rien, essayent de pratiquer ce que nous appelons la démocratie, la bonne gouvernance? Et Norbert? Norbert? Oui, je t'écoute. Non, en fait, vous savez, le sommet, le SACI, c'était le troisième, hein, la troisième édition du SACI, qui s'est tenu au Cameroun. Les deux premières éditions sont tenues en Côte d'Ivoire. Et avant l'édition, la première édition tenue au Cameroun, du 24 au 26 octobre dernier, il y a eu une plateforme, je vais dire, sur vidéoconférence qui s'est tenue entre le Canada et le Cameroun. Et côté camerounais, il y avait, côté canadien, il y avait la Fédération des gens d'affaires, n'est-ce pas, une série de chambres d'hommes d'affaires, femmes d'hommes d'affaires du Canada, et puis d'autres structures canadiennes. Et du côté camerounais, il y avait effectivement le ministère de la Jeunesse, il y avait des structures comme l'API, l'Agence de promotion de l'investissement, le Conseil national des jeunes, qui ont donné leur onction et qui leur ont dit, qui ont d'ailleurs dit à Akwaba Community et puis au commissariat, nous allons travailler ensemble, nous allons œuvrer ensemble de manière à ce que nous puissions non seulement renseigner sur ce que les gouvernements font déjà, le gouvernement camerounais fait déjà. Vous savez que au Cameroun, faites un vote, réalisez un vote propre, parlez du Fonds national de l'emploi. Malgré les efforts fournis par le Fonds national de l'emploi, il y en a qui vont dire qu'ils ne le connaissent même pas. Pourtant, il y a des Camerounais qui ont appris à boulanger, permettez-moi l'expression, à la pâtisserie, ainsi de suite, au Fonds national de l'emploi, sans payer tous les frais. S'il y a des frais qui sont pris par, n'est-ce pas, certaines sociétés et par le Fonds de l'emploi lui-même. C'est ça que les Camerounais ne savent pas. Il y a des programmes qui, le ministère de la Jeunesse a déroulé, n'est-ce pas, un certain nombre de programmes, n'est-ce pas, en faveur de la jeunesse, qui a avoué son ignorance ce jour-là. Certains ont dit qu'ils ne savaient même pas qu'il y ait de tels programmes existants en faveur de la jeunesse. Il y en avait qui ne savaient même pas qu'il y a tout un observatoire, n'est-ce pas, de la jeunesse qui existe. Ben vous voyez. Donc, et le gouvernement camerounais, par le ministère de la Jeunesse, qui était quand même un partenaire clé dans cette affaire, a dit, a confessé, n'est-ce pas, que beaucoup de jeunes ne savaient pas, malgré le fait qu'il y ait des structures des jeunes, ne savaient pas qu'il y avait, n'est-ce pas, des programmes au Cameroun. Et que, par exemple, le Haut Commissariat des Camerounais vivant à l'étranger et puis d'autres structures, n'est-ce pas, pourraient très bien se rapprocher pour vulgariser ces programmes qui peut-être ne sont pas davantage connus, pour que la jeunesse sache qu'il y a des choses qui se font sur place et qu'il y a des Camerounais qui bénéficient, n'est-ce pas, des avantages de ces programmes. Mais vous savez, je vous parle, regardez derrière moi, il y a un arbre de Noël. En décembre, à partir de décembre, en janvier, tous ceux qui vivent au Canada, qui vivent aux États-Unis, enfin pas tout, quand ils arrivent en Afrique, c'est du bling, c'est des voitures en looking, c'est du tapage et toutes les familles aimeraient avoir un enfant finalement qui vit de ce côté. Et il y en a qui sont à l'étranger, qui sont dans la diaspora, qui rasent les murs, permettez-moi de cette expression, même aux États-Unis, qui rasent des murs là-bas, qui ont déjà passé 5, 10, 15 ans, que nous connaissons, qui ne sont jamais revenus, mais qui nous envoient des photos. On a l'impression qu'ils vivent, n'est-ce pas, dans les conditions les meilleures. Pourtant, il y en a qui ont décidé de faire de l'agriculture, de l'élevage ici, la pisciculture, qui, avec des petits moyens, des programmes, n'est-ce pas, on fait des merveilles. Donc, le gouvernement a sa responsabilité, mais il faut en faire davantage parce que le gouvernement est garant, n'est-ce pas, de notre sécurité sur tous les plans, qu'elle soit alimentaire, sociale, économique. Il est garant. Mais à ces gens, n'est-ce pas, à Akwaba Community ou encore au commissariat, de faire davantage, de mettre la pression pour que la gouvernance et la bonne gouvernance
soit la chose la plus partagée parmi les pays africains, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je suis sous pression par la régie d'antenne qui me signale qu'il est bientôt temps, il est déjà temps, mais on va parler sans passer la parole à Emmanuel Dikongé par rapport, pour nous parler des solutions apportées pour une gestion collective dans l'Union européenne. Oui, très rapidement, hein, l'essentiel, c'est pas d'empiler des lois de plus en plus durcies. L'essentiel, comme la dernière, hein, la loi sur l'immigration, qui a subi un râteau au niveau du Conseil constitutionnel parce qu'elle n'était pas conforme à la Constitution, parce que très durcie. Il faut plutôt revenir à des missions coordonnées, hein, pérennes sous l'égide de l'Union européenne pour respecter la législation nationale et internationale, les mettre en parfaite adéquation avec les pays de départ. Autre chose, comme je le disais tout à l'heure, traiter le problème en termes de cause et non de conséquences. Parce que nous avons l'impression, c'est le constat qu'on fait ici en Europe, spécifiquement en France, qu'on essaie de traiter les conséquences, on ne traite pas les causes. Pourquoi les gens viennent en Europe? Pourquoi ils partent de chez eux? C'est parce que l'Europe ne réussit pas, selon nous, à encadrer, à aider, à organiser la répartition des richesses en Europe, parce que l'Europe contribue à aider les dictatures au pouvoir en Afrique et les gens y partent. Et quand ils partent, ils viennent spécifiquement en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Donc pour nous, l'ébauche de solution, c'est quoi? Appliquer les lois qui sont déjà là, qui ne sont pas très mauvaises, essayer de les adapter par rapport au contexte temporel. D'autre part, traiter les causes et non les conséquences. Essayer de savoir pourquoi on ne part pas toujours de chez soi parce qu'on est content. Donc, traiter les causes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on quitte? Pourquoi on vient en Europe? C'est cela qu'il faut traiter. Il ne faut pas traiter les conséquences quand les gens ont déjà pris la mer ou qu'on a déjà laissé sa vie en pleine Méditerranée. Ben Ajali, en quelques secondes, les perspectives. Bah, mais je vais rejoindre Emmanuel Dikongé. Il faut que les organisations, c'est vrai qu'en Europe déjà, la Suède par exemple, je l'ai appris récemment, met à la disposition de chaque immigré qui voudrait rentrer en Afrique 20 millions de francs CFA. C'est environ 30 000 euros. Mais en France, c'est plutôt 10 millions de francs CFA pour que ceux qui sont volontaires, même, parce que là, les gens réussissent, n'est-ce pas, à rentrer, n'est-ce pas, en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont faire avec... Ben, tu comprends encore. Justement, Ben, tu comprends encore, je ne te coupe pas, tu comprends encore la contradiction. Justement, Ben, tu exposes encore là une autre contradiction sur la gestion collective des migrations, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Je crois que le débat a été très intéressant et je pense que nous allons organiser, nous allons prendre cette habitude d'organiser des débats aussi intéressants que poignants. C'est ici que prend la fin de notre émission, cette rétrospective 2024 sur les faits marquants en matière d'immigration au Canada, en Europe et en Afrique. Immigration FM vous remercie d'avoir été des nôtres. À la présentation, Norbert, chef du desk Immigration FM en Amérique du Nord. Emmanuel Célestin Dikongé, chef du desk Immigration FM en Europe. Et Ben Ajali, chef du desk Immigration FM en Afrique centrale. À la technique, Alain Batazingui depuis le Cameroun. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2025. Heureuse année à tous. Bonne année 2025. Bonne année. L'émission est terminée. Maintenant, Ben, tu peux développer tes... Merci beaucoup.